Allô tout le monde, moi c'est Marie-Michel Darvaux. Moi c'est Émile Lapointe, bienvenue à L'Art et Chaud, le balado culturel et créatif. Notre mission avec ce balado-là, c'est vraiment de mettre en lumière les artistes d'ici pour faire briller notre culture québécoise. On a envie de piquer votre curiosité puis vraiment de vous faire découvrir tout ce qui se passe en matière d'art et de spectacle par chez nous. Ouais, dans le fond, on va recevoir à chaque épisode un artiste qui vient nous parler de ses inspirations, son processus créatif, son parcours. Puis l'idée, c'est souvent de recevoir des artistes pluridisciplinaires. Fait que c'est des artistes qui ont plusieurs cordes à leur arc. On a des photographes, des musiciens, des écrivains, des comédiens, des chanteurs, des danseurs. Fait que ça va être vraiment une belle saison. J'espère que vous allez aimer. Oui, on va parler de la création sous toutes ses formes avec diverses invités qu'on a bien appréciés. Puis on espère vraiment que vous allez les apprécier autant que nous. Fait que, avant de commencer, on trouvait que c'était peut-être le fun de se présenter un peu plus notre relation, notre parcours et comment la création prend place dans notre vie. Mais on va commencer ça avec des petites questions brise-glace sur nos habitudes et la culture québécoise parce que c'est ça qu'on fait vivre aussi à nos invités. Est-ce que je brise la glace ou tu brises la glace? Tu brises la glace. D'accord. J'ai décidé ça. Alors, on va essayer tes petites questions. Oups! Ben, je vais prendre la seule qui reste dans le fond. Ouais, Oh, OK. Excuse. Non, vas-y. Qu'est-ce que j'allais juste dire, dans le fond, cet épisode-ci, attendez pas l'invité, là, c'est juste nous deux. C'est l'épisode 0. L'épisode 0. Un talent artistique que tu n'as pas, mais que tu rêves d'avoir. Je dirais certainement la musique. Je ne possède aucune connaissance, aucune maîtrise du langage de la musique de cet univers-là, autre que chanter par-dessus des chansons. Fait que, mais je pense plus jouer un instrument de musique, j'aurais aimé ça. Okay. Je pense que j'aurais aimé ça. Ce serait lequel? Le piano. Le piano. Ouais. En fait, j'espère profondément, je lance ça dans l'univers, qu'un de mes neveux, nièces deviendra un grand prodige au piano. C'est la musique sur laquelle j'aime le plus danser, honnêtement. Là, mon rêve, là, c'est de danser avec Alexandra Streliski ou Jean-Michel Blais, faire un show avec un pianiste live. Puis, est-ce que ça serait une performance solo ou tu parles de danser avec d'autres personnes? Peu importe. Peu importe. Le rendu là, je vais prendre tout ce qui passe. Mais ouais, quand je vais chez des gens puis que leur enfant joue du piano, je suis comme le rêve, quoi. T'as envie de danser. Oui, toujours. Fait que ce serait ça, jouer du piano. Pour votre information, là, c'est peut-être rapide en matière, mais chaque invité qu'on reçoit, on va toujours commencer avec un petit bol puis des petites questions un peu dirigées qu'on a envie de savoir sur cet invité-là, brise-glace, un peu spontané pour briser la glace. Ma deuxième question. L'art que tu consommes le plus souvent? Mon premier instinct, c'est arrêter de dire la danse, mais je pense que ce serait de mentir au sens où je pense que la musique fait plus partie de ma vie au quotidien. En fait, l'art que je consomme le plus au quotidien, c'est la musique parce que je me lève, il y a toujours de la musique chez nous. Puis j'adore la musique dans mon auto. C'est très rare que le silence m'habite dans mes déplacements et chez moi. Mais l'art que je consomme le plus en vrai, en live, c'est certainement la danse parce que je la vis dans mon corps. Fait qu'en studio, je la vois aussi. Puis je vais voir énormément de spectacles de danse. Fait que musique et danse seraient les deux disciplines. Nice. Ma troisième et dernière question. Si tu avais à écrire un livre, il parlerait de quoi? Ouais, j'avais envie de savoir quel sujet qui t'habite. Ouais. Parce que tu sais que les artistes, au final, dans leur carrière, ont 5 sujets de prédilection, que peu importe ce qu'ils vont créer, ils vont 5 avoir des obsessions? 5 thèmes. Ouais. OK. Que ça revient toujours dans leur création. Ça fait du sens. Mais j'en aurais peut-être 2 pour un livre. Je pense que j'aurais envie d'écrire. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de la relation des danseurs avec leur image et le corps. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup de témoignages. C'est quelque chose souvent de très stéréotypé. Une image qu'on a un peu moins à cette heure, là, mais tu sais, la fameuse image de la ballerine anorexique ou de l'image corporelle. Fait que j'aurais envie d'écrire un livre sur comme le poids des miroirs, comme notre relation qu'on a un peu conflictuelle il y a une pression sur notre corps d'image corporelle, d'être toujours devant des miroirs, de répondre à des standards d'esthétique, d'être en forme, mais en même temps, il y a aussi une partie de moi qui me sent tellement en connexion avec mon corps, tellement consciente, tellement habitée, tellement au courant de mes limites, de ses capacités. Fait que mais ça, cette relation-là... Parce que du coup, j'avais pas pensé du premier enjeu que tu parlais, parce que le premier truc que je pense, moi, quand je pense à des gens qui
font de la performance scénique en danse, c'est, oh my God, ils ont des levels de connexion à eux que moi, j'ai pas encore, mettons, sur leur corps. C'est ça. Ben, en tout cas, pour moi, si je parle vraiment pour moi, ma relation avec mon corps se vit vraiment en 2 pans. Là. OK. Une plus conflictuelle, complexante, challengeante, puis une qui est vraiment dans la reconnaissance de toutes mes capacités puis de mon outil de travail. Fait que puis j'ai rarement lu à propos de ça. Puis l'autre, qui est probablement une obsession créative aussi, mais c'est tout le rapport à la féminité et à la sexualité au féminin. Je trouve que surtout dans les livres, je pense qu'à la TV, on a de plus en plus de modèles féminins décomplexés dans leur schéma de couple, dans leur vie sexuelle, mais que c'est ça, c'est quelque chose qui serait le fun à lire. Je pense qu'on bénéficierait à en avoir davantage. Là. J'ai envie de faire un petit flash à le livre Nuit magique de Laurie Dupont, que j'adore beaucoup comme personne, qui est un recueil de récits érotiques au féminin. Puis je trouvais que j'ai lu ça, puis j'étais comme, oui, nous avons besoin de ça. Alors, je plongerais peut-être dans cet élan-là. Fait que ce serait ça. Nice. Mais là, mettons, je viens de penser, on a fait les questions brise-glace, mais peut-être que les gens, ils savent pas c'est quoi ton métier. Mettons, si tu avais à te présenter, Marie-Michel, ce serait quoi? Si j'avais à me présenter, j'aime bien dire que je suis artiste en danse. Parce que je porte vraiment plusieurs chapeaux. Ma formation, puis celui qui est le plus présent, je dirais que c'est interprète en danse contemporaine. Donc oui, je suis danseuse professionnelle, surtout dans le milieu de la danse contemporaine, mais j'adore le milieu, les styles, l'esthétique, la technique jazz, cabaret, Broadway. J'ai fait quand même longtemps du hip-hop, des danses plus commerciales. Fait que c'est un univers que malheureusement, je travaille moins. Je suis moins dans cette clique-là, dans cette gang-là, mais que parfois, j'ai des contrats corpaux événementiels. Puis, je suis enseignante en danse. Aussi, ça prend quand même beaucoup de place. Je dirais plus créatrice que chorégraphe, comme je chorégraphie pour mes élèves, surtout dans le secteur récréatif. Je chorégraphie des numéros de compétition. J'ai beaucoup travaillé avec le semi-professionnel, insertion professionnelle, fait avec la relève, aller chorégraphier, travailler dans des cégeps, mais c'est pas un chapeau qui m'intéresse d'être une chorégraphe établie qui présente des œuvres de grande forme sur scène d'une durée d'1 heure. Fait que la création, pour moi, c'est plus de petites formes, j'ai envie de dire, ou à travers la vidéodanse. Je suis aussi travailleuse culturelle, plus précisément médiatrice culturelle, mais je fais du développement de public, je fais de la programmation, donc je travaille pour un diffuseur pour lequel je suis responsable à temps partiel du développement de la danse. Fait que ce qui paye mon loyer, ce qui m'habite, ce qui remplit mon horaire, c'est vraiment juste la danse, mais au sens très large du terme, sous toutes ses fonctions. C'est le fun de, justement, on va pouvoir en parler plus en profondeur, mais de voir un peu toutes les facettes de... Tu t'es décrit avec la danse at large, mais ça a tellement été long, la description, parce qu'il y a tellement de possibilités et d'angles que les gens connaissent pas, mettons. Vraiment, vraiment. Ben, je pense qu'en général, les jobs de travailleurs culturels, c'est un milieu quand même très peu connu. C'est pas des emplois qu'on parle souvent ou qu'on entend des gens parler. Fait que, non, c'est le fun. J'aime beaucoup mon quotidien. Nice. Et là, je suis co-animatrice d'un balado. Podcast. Laurel Show. Ah oui, du balado. Du balado. Hier, en plus, j'ai googlé balado définition. Puis là, le AI me sortit balado est un terme québécois qui remplace celui de podcast pour parler de des entrevues vidéo et audio. J'étais comme, c'est ça. Je suis tellement habituée à dire podcast, mais faut dire balado. C'est notre terme. C'est à toi de piger. OK. Alors, je trouve ça le fun d'être assis sur la chaise habituelle de l'invité. Tu es l'invité. Je me sens privilégiée. Si tu pouvais vivre la vie d'un ou d'une artiste d'ici pendant une journée, ce serait qui? Oh, j'hésite. Ça, c'est une bonne question. Ben, c'est dur parce qu'il y a tellement d'artistes que j'aime. J'hésite entre quelqu'un de vraiment là, opposé à moi, de vie que je voudrais pas, ou quelqu'un que j'envie un peu dans un futur ou de... Ben, je vais y aller. OK, je peux pas déroger de cette personne-là, fait que je vais y aller direct avec elle, mais ça serait Edith Cochrane.
OK, oui. Parce que juste, j'aime tout ce qu'elle touche. J'aime sa répartie, son humour. J'aime aussi ses projets qui sont connectés avec la nature, la région. Je sais pas si vous avez vu dans un jardin. Je t'avoue que c'est pas tant un artiste autre que de l'avoir comme à la TV ou sur scène. C'est pas tant quelqu'un que je suis, là. Okay. Fait que tu peux m'en parler plus. J'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Mais j'aime l'écouter dans des entrevues. On dirait que, tu sais, je fais beaucoup de photos d'artistes, puis je les photographie une fois dans un contexte où c'était des photos de répétition de théâtre, puis qu'elle faisait la mise en scène. Fait qu'il fallait que je sois un peu cachée. Puis, ben, pas cachée, mais je prenais pas de place. Je dirigeais pas, mettons. Puis là, il y a un moment où je prends une photo d'elle, puis elle sent la caméra, fait qu'elle me regarde, elle me fait un sourire, puis j'étais tellement gênée et intimidée que j'ai pas pris la photo. Ah non! J'ai juste pas la photo d'elle qui me regarde puis qui me sourit. J'étais comme, oh non, elle me regarde. Mais il y a pas beaucoup d'artistes qui me font ça. Elle t'intimide, mais positivement quand même. Exact, parce que je la trouve brillante, je la trouve drôle, j'adore sa répartie, mais j'aime aussi ce qu'elle promouvoit dans son art et dans son quotidien, qui est beaucoup la reconnexion avec la nature. Tu sais. Mais c'est quoi le projet que tu parlais? Le projet, c'est une émission, dans le fond, qui avec un jardinier maraîcher, Jean-Martin Fortier, qui a une émission que, au départ, il y avait l'émission Les Fermiers, qui était une émission qui montrait un peu le métier d'être fermier. Mais là, ils ont mis ça à l'échelle des gens que c'est pas leur métier d'être fermier. Puis là, il y avait Edith Cochrane, qui était la famille, qui était plus les gens qui ont... Comment mettre un potager en ville, mettons. Fait que l'idée, c'est... En ville. En ville, okay. Ouais. Fait que l'idée, c'est un peu de donner des trucs aux gens qu'ils ont un petit carré d'herbe, de voir toutes les possibilités au lieu de juste tondre leur pelouse, de nourriture qu'ils peuvent consommer sans que ça devienne leur métier, mais de pouvoir consommer leurs légumes frais, puis de partager avec le voisinage. Puis... Fait que c'est vraiment tous les trucs que les fermiers ont, mais à l'échelle d'une famille de 4, mettons. OK. Fait que ça promouvoit un peu de manger ce que tu fais, de pas gaspiller, de faire « Hey, dans le fond, ça, t'aurais pu le récupérer au lieu de le jeter. » Fait que j'aime tous ces trucs-là de nature. Fait que quand j'ai vu qu'elle faisait cette émission-là, j'aimais ça, mais j'aimais déjà l'artiste. Mais, fait que voilà. Cool. Alors, c'est censé être des questions courtes, mais moi, je suis pas capable de faire ça court. L'art et la culture québécoise avaient quelle place dans ta famille en grandissant? Ouh, OK. Quand même assez présente, malgré... Je pense pas que mes parents se sont dit... naturellement, j'aime la culture, je vais transmettre la culture à mes enfants, mais je pense que sans s'en rendre compte, ça fait énormément partie de notre famille, mettons. Tu sais, je pense juste au fait que moi, ça m'a pris vraiment du temps avant de lire dans ma vie parce que je lisais jamais, parce que mes parents ont jamais pris un livre le soir puis, tu sais, lit un livre avant de me coucher, mettons. Mais mon père, c'est un raconteur. Mon père, dans une autre vie, c'était Fred Pellerin, mettons, OK? C'est un monsieur que tu vas être assis à côté puis t'as tellement envie de l'écouter raconter des histoires que là, nous, le soir, on se couchait avec tous mes frères dans le lit, puis il nous racontait des histoires de quand il était petit. Ah, ça, c'est le fun. À la fin de l'histoire, il nous donnait le début de la prochaine. Fait qu'on avait tout le temps un teaser ou un avant-goût, tu sais, puis il nous racontait, puis il en mettait, puis des fois, on voulait juste réentendre la même histoire, on était comme, raconte cette fois-là, puis il le refaisait, puis il amplifiait, il en mettait tout le temps un peu, il exagérait. Fait que j'ai comme été beaucoup connectée à l'art de raconter des histoires sous plusieurs formes, mais qui étaient par la parole. Est-ce que tu aimes Fred Pellerin? J'adore Fred Pellerin. Fait que j'aime beaucoup... fait qu'il y avait ça, tu sais, qui était rapidement, qui faisait partie de... Tous les soirs, on se faisait raconter un truc dans un imaginaire. Sinon, dans notre famille, sur le côté de mon père, OK, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui font ça, mais nous, le 31 décembre, au jour de l'an, on a ce qu'on appelle la rétro, qui est notre propre bye-bye. OK. Fait qu'on se réunit toute la famille, on se fait un souper, puis on s'assoit devant la télé à un moment donné, puis on regarde le montage que quelqu'un... À chaque année, c'est quelqu'un différent qui le fait. Puis si, mettons, il y a une année, il m'est arrivé un accident avec l'auto, mais là, il va y avoir un petit sketch, tu sais, un peu burlesque de moi qui... Mais tout le monde se filme en parodiant les autres ou vous faites votre propre Non, il y a une personne qui raconte ce qui s'est passé dans l'année de tout le monde, puis nous, on découvre un peu le highlight. Ouais. C'est une bonne job. Exact. Oui. Au début, on n'était pas beaucoup, mais là, à cette heure, avec les cousins qui ont des enfants, on est rendu 70, fait que les rétros, ils peuvent être longues. Mais j'ai le souvenir, à l'époque, d'être avec mon père, puis de faire la rétro, parce que c'est lui, cette année-là, qui la faisait. Mais à l'époque où t'ouvrais pas ton ordi faire des montages, là. T'avais les vieilles caméras à cassette, OK?
Puis, fallait, quand tu filmais, ça enregistrait déjà sur une cassette. Fait qu'il fallait que tu tournes ton histoire déjà dans l'ordre. Fait que là, je me rappelle d'avoir plein de photos imprimées de la famille, de toutes les mettre en ligne à terre, les scotch tapés. Mon père, il prenait la caméra, il filmait juste une photo, il pesait sur play, ma mère pesait sa musique, puis là, moi, je tassais les photos, fait que c'était de même qu'on faisait un diapositif de photos, mettons. Wow. Mais toutes les idées créatives qu'on avait pour, comme, se déguiser ou imiter quelqu'un ou filmer, raconter une histoire. Moi, j'aimais tellement ça quand c'était le temps de la rétro, puis c'était mon père qui le faisait, là. On partait, on se promenait en auto, on filmait des niaiseries. Ah oui. Puis après ça, on était une cinquantaine dans la maison familiale à juste regarder les niaiseries, mettons. Ah, puis est-ce que vous écoutiez aussi le bye-bye? Comme est-ce que ça fait Non, partie moi, le de... bye-bye, j'ai écouté ça quand je suis devenue une adulte, puis j'ai décidé d'être une artiste, puis que tout le monde me parlait du bye-bye, parce que moi, j'étais comme... J'avais d'autres choses à faire. Mais t'avais clairement Parce que j'avais ton mon bye-bye bye-bye à moi. Fait que j'ai comme... Et j'ai pas le référent d'être assis avec ma famille à écouter le bye-bye parce qu'on écoutait notre bye-bye à nous, tu sais. OK. Fait qu'il y a comme tout ce côté-là. Ben, clairement, la créativité était Exact. présente dans ta famille. Là. Ouais. Fait que, Nice. oui, ça. Alors, voir de l'humour dans une salle de spectacle ou dans un bar? Dans J'avais un pas bar. le choix de t'apposer. Dans un bar. Bon, En fait, dans un spectacle, il y a des moments où c'est des... Ce que je vais aimer, c'est si c'est la salle, mettons, de quand j'étais jeune, puis j'allais voir un spectacle là, mettons, à Sherbrooke, que c'était nos premières sorties culturelles avec mes parents, où j'allais voir un humoriste, puis j'écoutais l'humoriste, puis le 3/4 du temps, j'écoutais pas ce qu'il dit, je faisais juste m'imaginer là, puis je rêvais, puis c'était le début de j'ai envie de faire ça dans la vie. Mais comme je fais de l'humour maintenant, le côté dans un bar où il y a 100 personnes, l'acoustique d'une petite salle, hyper chaleureux, j'aime vraiment ça. Autant de jouer que d'aller consommer, mettons, comme quand j'allais voir Vincent Vallière. Mais je vais dire que j'ai préféré son show acoustique dans un petit bar au Boc et Bière à Sherbrooke où il y a 100 personnes puis il est tout seul avec sa guitare, tu sais. ouais. Fait que tout le côté un peu très chaleureux d'un bar. Avec Chaleureux puis privilégié, j'ai envie de Exact. dire. Là, tu sens que tu fais partie d'un Ouais. moment qui est pas beaucoup partagé, là, que peu de Exact. gens auront vécu. Là. Puis ce qui est le fun avec ces shows acoustiques-là, c'est que dans les grosses salles, ben, tu sais, plus t'as de grandes salles, plus ça te coûte cher, plus t'as un temps à pas dépasser parce qu'après ça, t'as des frais reliés à ça, tu sais. Mais dans les petits bars, c'est souvent là que ça peut... l'artiste a S'étirer. du fun, ça s'étire, t'as accès à un petit jazz de plus parce que les coûts reliés à ça sont pas aussi grands, tu sais. Ben, c'est aussi l'aspect décomplexé du public. Là, tu sais, je veux dire, dans une salle de spectacle, il y a peut-être... les gens, parfois, peuvent se sentir pris au piège dans la salle, tu sais, dans le sens... tu veux pas déranger, tu veux pas te lever pour sortir plus tôt, puis il y a tout l'aspect plus formel qu'on est habitué qu'un spectacle, ça dure d'une telle durée. Fait que là, si t'as booké ta gardienne, puis que là, le show déborde, Oui, exact. tu te sens mal de sortir, versus dans un bar, les gens sont souvent plus là pour vivre une longue soirée, ou du moins, si t'as à quitter parce que tu te dis, bon, le show s'éternise, Tu déranges tu pas. déranges pas parce qu'il y a déjà plein d'allers-retours où, tu sais, tu peux, les gens consomment. Il y a quelque chose de plus informel. Fait que je pense que les gens sont aussi en mode plus relax comme spectateurs. Là. Il y a moins de codes à respecter. Je suis d'accord. Ouais. Après, il y a un côté très impressionnant dans les grandes salles, mais Oui, aussi. le petit côté intime gagne sur beaucoup. Mais là, dis-nous donc, parce que toi, tu t'es pas Moi? présenté Non. officiellement. T'as terminé sur la bonne question pour parler de ça. Ouais. Mais... Ben moi, pour vrai, ça va vraiment dépendre à qui je parle, parce que j'ai pas toujours envie d'élaborer sur tel sujet ou tel sujet, fait que j'ai la possibilité de en choisir un, pas me casser la tête, mettons. Mais moi, je suis photographe et humoriste. Ça, c'est mes deux principaux métiers. Après ça, ben là, justement, on fait le balado, mais j'aimais aussi ça faire mes meubles, puis là, j'ai décidé de faire mes cadres, fait que j'imprime mes photos, puis je les mets dans mes... Tu sais, fait que la création, le côté faire mes trucs puis pas attendre après personne est très présent, fait que c'est quand même assez large, mettons, mais ce qui paie mon loyer, c'est la photo et l'humour. Ouais, C'est les deux formes d'art qui prennent le plus de place dans ma vie et que j'aime vraiment. Mais après ça, j'aime l'idée qu'il n'y a pas de limite. Puis si j'ai envie d'apprendre un nouveau truc ou de le faire ou de me débrouiller pour trouver une façon d'arriver à un truc, c'est sûr que je vais le faire, là, tu sais. Ben, on peut peut-être parler aussi de ce qu'on a en commun, je pense, à la base. Puis c'est, outre l'animation, peut-être notre désir de mettre en lumière les autres puis de faire découvrir un peu d'où on vient puis notre culture, parce que les gens vont sûrement se demander... Comment qu'on se connaît. Oui, comment qu'on se connaît. Puis le projet du balado, fait que je
peux peut-être dire, moi, ça faisait très longtemps que j'ai un rêve secret d'avoir un balado. Puis, depuis le départ, c'était clair pour moi que j'allais faire un balado sur la danse parce que, bon, je vais le dire souvent au cours de la saison, mais on est un peu sous-représenté. On est l'enfant pauvre des artistes un peu. Le mouton noir, est-ce un sport, être un art, la danse? On en parle moins dans les médias. On a moins une vitrine. Puis, moi, j'avais envie de mettre en lumière la danse. Mais en même temps, je me suis dit, ça reste que c'est un milieu, surtout si on parle de la danse plus contemporaine au Québec, c'est quand même un milieu très hermétique et un peu plus underground. Fait que je me suis dit, si je fais un balado sur la danse, bien en bout de ligne, le monde qui vont l'écouter, c'est le monde de danse. Fait que je sortirai pas de ce milieu-là. Tu restes dans le même loop. Oui, puis je répondrai pas à mon désir de faire comprendre aux gens que la culture, c'est vital, c'est important, puis que la danse, ça peut voyager, transmettre, c'est un vecteur de transformation personnelle. C'est de l'éducation informelle aussi. Bref, la danse, c'est aussi large que la musique. Il n'y a pas juste la danse contemporaine au Québec qu'on peut consommer comme spectacle. Fait que je me suis dit, ben pourquoi je ferais pas un balado sur la culture en général? Parce que moi, je fais partie des gens qui ont pas, je dis pas ça avec une fierté nécessairement, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas Netflix à la maison. Je lis pas en anglais. Oui, la culture américaine a fait partie de ma jeunesse. Là. J'ai été très influencée par l'époque pop star des années 90. Mais en général, je suis très ancrée dans ma culture québécoise. Puis je suis fan de tout.tv. Puis je vais voir 2 à 3 spectacles par semaine. Je lis juste des livres québécois. La musique, c'est plus nuancé. Fait que je la porte près de mon cœur. Puis pour moi, c'est naturel. C'est pas faire un effort de parler de ça. Puis là, on peut la nommer, Alice Wistaff, qui est une fille avec qui je m'étais super bien entendue, puis on avait parlé de partir un balado culturel. On était comme, on va être des influenceuses culturelles. Donc, on avait commencé à brainstormer sur ce projet-là, et là, nous, on a fait notre rencontre dans une soirée d'humour, parce que c'est ça, pour décrire avant la soirée d'humour, c'est que moi, je fais des photos au théâtre avec ton Charland. On s'est croisés là, puis de fois en fois, j'étais comme, tu sais... Ça clique. On dirait que t'es le genre de personne qui, après une fois, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais, c'était très fluide, notre rencontre. Puis on avait beaucoup... je pense, moi, mon référent, c'est après le show de Émilie Perrault au théâtre, là, qui parlait de la culture, que je m'attendais pas à vivre ça. Je prenais des photos, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais plus en train de prendre des photos, puis je suis en train d'écouter ça, puis je pleurais, puis je riais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vis? Tout le monde doit aller voir ce spectacle-là. J'ai l'impression que je vais massacrer le titre si je le révise pas d'avance, mais c'est la suspension consentie de incrédulité. Je me rappelle pas le titre exact. Mais en ça tout cas, parle de culture. C'est son seul et premier show live à Émilie Perrault. Fait que... Puis je me rappelle après qu'on avait beaucoup parlé un peu aussi de comment qu'on a aimé le show. Fait que ça a déjà là un peu connecté sur cette envie de parler de culture-là. Puis après ça, t'es passé à Sherbrooke. Oui, moi, c'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à Sherbrooke. J'enseignais, en fait, au DEC en danse du cégep de Sherbrooke. Puis j'étais à Sherbrooke, donc mon réflexe, c'est de me dire... C'est quoi la vie culturelle à Sherbrooke? Fait que là, je me mets à chercher sur Internet. Puis là, j'étais comme, peut-être une petite soirée d'humour dans des bars. Puis là, je trouve un bar. Puis là, ça dit soirée d'humour les mercredis. J'étais comme, je suis dispo. Là, je vois animatrice Émilie Lapointe. Je suis comme, ben là, je la connais. Fait que je suis comme, faisons aller mes contacts. Fait que je t'ai écrit. Puis en plus, c'était sold out. J'étais comme, hey, je suis là dans TBM pour avoir un billet. Déjà là. Parce que moi, j'anime une fois par mois au Ciboire à Sherbrooke. Ça recommence au mois d'octobre. Mais... Fait que j'animais ce soir-là, puis ça donnait que t'étais là. Fait que c'était vraiment juste un bel addon. Mais encore une fois, on s'est assis, on a soupé. Puis le sujet de prédilection, c'est de parler de culture. Puis aussi, au-delà de la culture, c'est de parler du fait que on est des artistes qui ont plusieurs cordes à son arc. Puis pendant vraiment longtemps, c'était pas vraiment valorisé, mettons, de faire plusieurs choses. Fallait vraiment se spécifier, puis performer, puis être excellent dans un truc, puis devenir le minutieux de cet art. Mais là, maintenant, il y a tellement... de possibilités, puis de portes, puis de plus en plus d'artistes qui ont plusieurs cordes. Puis ça, c'est comme intéressant de mettre en valeur qu'on peut être bon dans plusieurs trucs quand on le fait bien, puis qu'on est curieux, puis qu'on... Fait qu'il y avait ce côté-là de... Tu sais, la fameuse question, ben là, si t'avais à choisir, tu serais photographe ou humoriste, tu sais, je suis comme... moi, j'aime ça, raconter des histoires. Puis des fois, j'ai un médium qui est la photo, l'autre fois, ça se dit en blague, l'autre fois... Tu sais, de ne pas me limiter à comment raconter mon histoire, mais raconter mon histoire selon le médium que j'ai envie puis que ça sort, tu sais. Fait que je trouve qu'on avait beaucoup connecté sur ça, tu sais. Ouais.
Et Puis là, c'est de là ouais. que après ça, tu m'as envoyé un message texte, tu me Ouais. dis, on peut-tu aller prendre une bière? J'aimerais ça te parler d'un projet. Puis en dedans de moi, je me suis dit, je suis sûre qu'elle veut me parler de partir un balado. Et Exact. puis là, de fil en aiguille, ben, au début, c'était le temps d'une journée, c'était un projet à 3. Toi, moi et Alice Wistaff, qui était du milieu du théâtre, parce qu'on trouvait ça super pertinent. On était comme, OK, On a une photographe, 3. milieu de l'humour, quelqu'un de la danse, quelqu'un du théâtre. On va vraiment pouvoir aborder l'art, le milieu des spectacles au sens large, puis avoir des moments où on est plus expert dans un domaine, puis d'autres qu'on est plus monsieur, madame, tout le monde, puis qu'on a besoin de vulgariser un peu ce qui se passe dans les discussions. Mais pour X, Y raison, finalement, c'est devenu un projet duo, puis tout a déboulé, puis on en est là aujourd'hui à enregistrer notre épisode 0. Exact. Ce que j'aime dans justement, ça revient avec l'idée de quand on a parlé pour la première fois, j'avais l'impression que ça faisait déjà 10 ans qu'on se connaissait. J'aimais le fait que, aussitôt que je te l'ai proposé, tu sais, quand un projet est dû, ça s'est tellement enclenché. Là, j'ai jamais fait un projet aussi rapidement, tellement que Moi aussi. la vie était de notre bord. Il fallait qu'on fasse ça. Fait que j'espère que vous allez être nombreux à nous écouter. Ben oui. Puis je pense profondément dans la vie, là, c'est un peu cliché comme phrase, là, mais que, tu sais, la fameuse quote qui dit seul, on va plus vite, mais à deux, on va plus loin. Moi, je pense que ça vaut la peine, même si c'est pas nécessairement. C'est sûr qu'à deux, il y a plus de compromis à faire, tu sais, parfois sur les visions artistiques, sur les façons de faire, mais j'ai l'impression qu'il y a des projets, justement, étant donné que c'est très personnel, puis c'est pas un contrat qu'on s'est fait offrir d'animation, ça part vraiment de nous. C'est plus difficile, je trouve, parfois de démarrer puis se rendre à quelque part. Ça peut rester longtemps des rêves, puis là, ben, à deux, on dirait qu'on n'a pas le choix. On est comme, ben, ça part, puis on le fait, puis des fois, ce prendre des sera ça. décisions, avancer, faire des C'est choix. ça. Puis des fois, de mélanger des idées, ça apporte une idée que tu n'aurais pas eue. t'sais. Exactement. Que d'être chez toi tout seul avec ton idée. Ça la pousse vraiment plus loin. On Je suis continue à se faire découvrir, puis c'est ça notre mandat, de se faire découvrir des trucs. Nice. Fait que voilà. Tu veux-tu que... Tu veux-tu Veux-tu commencer? Je commence? Qu'est-ce qu'on fait? Non, on continue à parler. Vas-y. Ben moi, j'ai une question par rapport à ton parcours parce que étudier, tu sais, on en a parlé un peu. Est-ce que tu as étudié en photo? Est-ce que tu as fait l'école de l'humour? Tu as fait des éditions pour l'école de théâtre? Si tu as envie de nous mettre en contexte. Oui, je peux vous mettre en contexte. Moi, j'ai tout le temps voulu faire des spectacles. La photo, là, c'était, mettons, enlève ça, là, ça n'a jamais été dans mon esprit. Moi, je voulais faire des shows, du théâtre, de l'humour, peu importe. Je voulais être sur scène puis comme jouer des personnages. Fait que, mais depuis aussi loin que je me rappelle, mettons, là, quand j'étais plus jeune, je faisais du patinage artistique, je faisais des spectacles. Fait que j'aimais ce côté-là de performance puis de faire du spectacle. Puis je me rappelle d'avoir tout le temps dit, moi, plus tard, je vais faire des spectacles. Puis les gens faire, t'as le temps de changer d'idée. Puis à l'intérieur de moi, de faire, pourquoi je changerais d'idée, tu sais? Puis tout le long de mon parcours scolaire, là, que ce soit primaire, secondaire, chaque fois, il fallait faire des choix pour le futur, qui est aller en maths forte, faire tous les trucs pour t'ouvrir des portes. J'ai comme, mais moi, je sais ce que je fais, fait que pourquoi je ferais ça? Ça n'a pas rapport avec ce que je veux faire. Fait que j'ai juste donné tort à tout le monde, puis j'ai exactement fait ce que je voulais. Mais au départ, j'ai fait un deck en théâtre à Sherbrooke. Puis après ça, mais c'était un deck vraiment... c'était pas comme les écoles de théâtre où tu fais les auditions puis t'es pris, puis là, t'es vraiment hot parce que t'es pris dans une école de théâtre, là. C'était un deck... un deck préuniversitaire. Exact. Ouais, comme les decks en danse qui sont pas des decks techniques. Là, exact. La plupart du temps, c'est ouvert à tout le monde. Il y a des auditions, des fois, de classement de groupe, là, mais souvent, c'est... Ouais, là, il n'y avait pas d'audition, tu sais, Fait que j'ai fait un deck en théâtre, mais avec tout le temps dans l'esprit où j'allais, après ça, déménager à Montréal parce que c'est là que ça se passe. Tout se passe à Montréal. Fait que je me rappelle quand j'ai fini mon deck, j'ai comme fait une année un peu sabbatique où j'étais pas encore game d'aller à Montréal tout de suite après mon deck. Fait que j'habitais à Sherbrooke, je travaillais dans un magasin de linge. Puis j'étais comme, mais dans le fond, qu'est-ce que j'attends? Ça se passe à Montréal. Fait que je faisais mes auditions pour aller dans une école de théâtre, mais je me suis dit, bon, en attendant d'être pris dans une école de théâtre, mais je vais arriver dans une ville où je connais personne. Puis c'est pas vrai que je vais aller travailler dans un magasin de linge puis attendre que le temps passe. T'sais, j'aime ça, apprendre des trucs. Fait que je me suis dit, bon, il faudrait bien que je refasse un cours à Montréal, en attendant. Fait que je me suis mis à googler. C'est vrai, ça s'est passé de même. Okay? J'ai googlé DEP Montréal. Puis, oui. Puis là, j'ai hésité en décoration intérieure ou photographie. Parce que j'aime vraiment le côté décoration. Qui revient un peu en ce moment dans ma vie. On peut en parler après, mais... Bref, puis là, je me suis dit, mais décoration intérieure, si je m'en vais là-dedans, puis c'est vraiment le fun, puis je me fais, mettons, un bassin de clients, il va
durement connecté avec le bassin culturel. Ouais. Contrairement à la photo. Fait que je me dis, je vais faire la photo parce que, tu sais, tu fais des photos de plateau, des photos de spectacle, tu navigues avec moi, je pense où je m'en allais. Je pense que c'est un conseil que je donnerais à quelqu'un qui est de la relève ou vraiment émergent, de si la personne a besoin de se trouver une job nourricière, là, une side job à la pratique artistique qu'elle veut vraiment faire, c'est de trouver des jobs cohérentes avec le milieu artistique. Aller faire des tickets dans une salle de spectacle. Oui, c'est ça. C'est être placé dans une salle de spectacle, justement, tous les jobs de travailleurs culturels, là, d'être en arrière de la scène ou justement, tu sais, de... Tu côtoies tout le monde, tu sais. Oui, de travailler en photographie. C'est de te plonger dans le milieu le plus rapidement possible. Fait que c'est ça. Fait que 5 minutes après avoir googlé, je me suis inscrite au cours en photo. Puis 6 mois après, je commençais. Fait que ça m'a laissé le temps de déménager à Montréal. Mais tu sentais-tu que tu étais passionnée quand tu faisais ta formation puis de la photo, ou pour toi, c'était comme correct, un passe-temps? Ben, quand je suis rentrée en photo, pendant que le prof parlait, moi, je pratiquais mes textes de théâtre. Okay? Fait que moi, au début, quand tout le monde se présentait puis faisait « J'ai voulu être photographe toute ma vie », moi, j'étais comme super honnête avec tout le monde. J'étais comme... Ben, moi, j'ai pris ça pour me faire des amis à Montréal, puis en attendant d'être pris d'une école de théâtre, tu sais. Fait que si je suis pris dans une école, je finis pas le cours. Parce que c'était 1 an et demi de formation. Puis si je rentrais dans une école, je rentrais pas en septembre après sans photo, tu sais. Fait que j'étais super honnête avec tout le monde au début. J'étais comme, ça va sûrement être le fun, mais si je suis pris, je vais suivre où le vent me mène, tu sais. Puis pas juste au niveau, pas faire le cours en photo, mais si j'étais prêt à Québec, moi, j'allais à Québec, là. J'étais prêt à Saint-Eustache, j'allais à Saint-Eustache. Là, j'aurais déménagé où le théâtre était. Puis là, après, j'ai fait 2-3 ans mes auditions. Fait que j'ai pas été pris. J'ai dit, tant qu'à pas être pris, je vais finir le cours. Puis là, ça s'est mis à être les cours un peu, justement, plus créatifs, moins techniques. Au début, tu apprends la caméra, les pitons, les programmes. Tu as un cours de devis aussi qui te montre comment faire tes contrats, des factures. Et là, quand on est tombé dans le côté créatif de la photo, puis là, je commençais à être un peu découragée de ne pas être pris en théâtre. J'étais comme, c'est quand même le fun, la photo. Là. Puis là, on pouvait créer de A à Z avec la lumière, avec en studio, à l'extérieur, de mettre à l'aise les gens devant une caméra que je trouve formidable. Là. Encore aujourd'hui, quand je fais la photo, le truc que je préfère le plus, c'est quand les gens qui sont pas habitués d'être devant la caméra puis qui ont beaucoup de complexes, qui sont comme « j'aime jamais les photos de moi », arrivent pas à choisir tellement qu'ils en aiment trop. Parce que là, ils sont faits « mais en fait, j'étais à l'aise, puis c'était le fun, puis c'était une belle expérience. » Parce que c'est ça les photos que tu fais le plus. Je me trompe pas, c'est les portraits, en photos studio, de casting, ça fait quand même, affiches. Tu sais, j'aime beaucoup de trucs en photo, mais le fait d'être en one-on-one avec quelqu'un, puis de jaser avec, puis de le rendre à l'aise, puis qu'après ça soit sa photo préférée d'elle, ben, c'est un plus beau compliment, là. J'adore ça. Puis est-ce que t'aimes mieux shooter dans ton studio, parce que t'as un studio, ou dans des événements en droit atypique extérieur? T'as-tu une préférence? J'aime tout, là. Ce que j'aime en studio, c'est que j'ai mes settings, puis j'essaie de mettre un décorum, puis que t'arrives chez moi, puis tu sais, j'essaie qu'il y a des petits cues aussi de trucs chaleureux, déjà intéressants, avant que tu sois devant ma caméra, mettons. J'aime avoir le contrôle sur l'ambiance avant que tu te fasses photographier, tu sais. Ça, j'adore ça. C'est pour ça qu'en studio, ça me donne cette possibilité-là, mais ce que j'aime à l'extérieur, c'est que des fois, la lumière, t'as pas le contrôle, mais ça fait quelque chose que t'aurais jamais fait parce que la lumière, en ce moment, ressemble à ça, tu sais. Oui. Ça, j'adore ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Je me suis comme laissée... t'as jamais fait d'école de théâtre? J'ai jamais fait l'école de théâtre. J'ai fait mon audition à l'école de l'humour, j'ai pas été pris. Puis je me suis dit, je suis vraiment tannée de faire des auditions. De toute façon... Ah oui, c'est ça, c'est quand j'ai fait mes auditions à l'école de l'humour, je venais de finir mon cours en photo. J'ai pas été pris en humour, j'ai fait... Hey, j'ai pas besoin d'être prêt à l'école de l'humour pour faire de la scène. Je vais juste faire les deux. Fait que j'ai été cognée aux soirées d'humour. Je leur ai offert des photos gratuites juste pour être dans les loges avec les gens. Puis parler avec eux. Fait que j'ai fait des photos d'artistes en sachant que je voulais monter sur scène. Puis là, à force de faire des photos, être dans les loges, côtoyer les gens, parler d'humour, aimer parler d'humour, ben là, il y a tout le temps, à chaque soirée d'humour, OK, à la fin de la saison, souvent, il y a des open mic qui est comme on finit avec plus de personnes qui font moins de temps, mais ça laisse la chance à des nouvelles personnes. Fait que j'avais fait mon premier open mic au Petit Medley, qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus, mais qui était vraiment une belle petite salle intime. J'avais fait mon premier open mic, puis j'ai juste plus jamais arrêté d'en faire. Là. Fait que c'est les intéressant. deux ont cohabité, tu sais, parce qu'ils ont un peu build-up en même temps. C'est ça, les parcours aussi de... tu
tu sais, de passer par une institution, d'avoir une formation, tu sais, ça peut être très valorisé, mais à un moment donné aussi, je pense que tout l'équilibre entre se faire des contacts, jouer un peu stratégiquement dans bien placer ses pions au niveau d'un calendrier, là, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, quelle action, où est-ce que tu peux travailler, comment tu peux être en contact avec les gens, avec la discipline, tu sais, comment tu peux rentrer un petit peu par en arrière sans te dénaturer, mais continuer à faire de la formation continue ou à être un bon public aussi pour vraiment rester à l'affût du milieu puis de la discipline. C'est tous des chemins qui peuvent te mener à ta carrière éventuelle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Non, faut que le choix tu sois à l'aise avec. T'sais, les gens qui ont besoin de l'école, moi, j'avais été prêt à l'école, sûrement je serais allée. Là, oui. Mais aussi, j'étais déjà arrivée à Montréal, puis le côté, des fois, tu peux aller à l'école parce que tu quittes ta ville pour aller faire ça. Fait qu'il y a quelque chose de super sécurisant d'avoir une formation, un pied à terre, un horaire, des gens que tu côtoies. Ouais. Mais là, moi, le côté école, cohorte, vernissage, je l'avais fait en photo. Puis après ça, j'avais réussi à être à l'aise dans la ville aussi. Là, puis après ça, talent de mots. Puis les deux. Je me permets de te poser ça, parce que je pense que je te l'ai jamais posé, mais mettons, aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à cette idée de carrière, peut-être plus de scène avec être comédienne, mettons, faire de la scène, d'aller étudier en théâtre, d'être dans des spectacles. Est-ce que t'es amère? Est-ce que c'est encore un rêve? Je suis pas amère. T'es où par rapport à ça? Je suis pas amère. Non, je suis pas amère. Là. Être amère, ça... Je suis genre la personne la plus là. Wow, tout est beau. Mais non, puis de toute façon, l'émotion d'être amère, ça apporte jamais rien de bon. Là, mais en fait, il y a plusieurs émotions que j'ai par rapport à ça. Un, vu que je fais des photos de théâtre avec la compagnie Monarque, puis beaucoup de photos au théâtre Hector Charland, de shows, j'ai comme l'impression de rassasier le côté de j'aurais voulu consommer ces shows-là, puis là, je suis payée pour être là, pour les photographier, être dans les loges, côtoyer des comédiens, voir d'autres points de vue de gens qui performent sur scène, qui n'est pas nécessairement en humour, mais qui est joué, puis qui finit par être connexe, tu sais, dans les performances, puis les soirs où tu vois le comédien arriver, t'es comme, hey, il m'est arrivé un drame, mais là, 5 minutes après, t'es sur scène, puis tu sais. Fait que tout avoir... Des reconnaissances de la place que t'as dans le milieu, là, même si c'est pas de comédienne principale dans une pièce de théâtre. Là. Fait que ça, j'aime ce côté-là de faire des photos de théâtre qui me rassasie. Puis vu que je fais de l'humour aussi, j'ai l'impression que je suis meilleure humoriste que je serais meilleure comédienne. Okay. Parce que j'ai l'impression que quand je performais, je sortais de moi, puis je me jugeais en train de dire les textes, puis je me croyais pas. Puis mes personnages, ils manquaient tout le temps. Mes profs me disaient tout le temps, plus loin, va un peu plus loin, mais en plus. Mais tandis que quand je raconte mes histoires, puis je fais de l'humour, puis je joue avec le timing comique, puis je vais dans ce que j'ai vécu, je suis vraiment meilleure. Là, puis même en humour, quand je fais un numéro d'une anecdote qui vient de m'arriver, je suis encore meilleure que quand j'ai plus envie de raconter ça. T'sais. T'es très dans l'humour anecdotique du quotidien, le plus près de toi possible. OK. Fait que moi, quand cette histoire-là, elle m'habite plus, faut que j'arrête de la dire sur scène parce que je deviens vraiment moins bonne. Comme, faut que ça m'habite. Fait que je suis pas... non, je pense qu'au final, avec le recul, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien dans la vie. Fait que je pense vraiment que c'était le bon chemin. Ben, tant mieux. On aime ça. Puis toi, là... Oui. Parle-moi de toi. Non, mais parle-moi de ton... j'ai une couple de questions pour un peu plus loin, mais avant, je veux aussi qu'on connaisse un peu ton parcours de l'école. Puis, Ben moi, mon parcours vient vraiment de l'école. J'ai un parcours de danse très en institution. Là. Fait que, mis à part danser de façon récréative quand j'étais jeune, un soir semaine, là, quand j'ai eu 12 ans, dans le fond, j'ai quitté la maison familiale pour aller m'installer en pension à Trois-Rivières parce qu'il y avait un sport-études danse. Fait que j'ai fait mes 5 ans de secondaire à cette école-là dans un sport-études. C'était incroyable. On faisait vraiment tous les styles de danse. Là. Autant de jazz que de claquettes, que de ballet, que de hip-hop, que de moderne, parce que c'était pas encore le terme contemporain dans ces années-là. C'était de la danse moderne. C'était moderne. Après ça, quand ça a terminé, j'ai fait mon DEC en danse au cégep de Drummondville. Un DEC de 2 ans pré-universitaire. Ça fait un petit peu un effet entonnoir. Fait que là, c'était seulement ballet, jazz et moderne, avec complément d'autres cours, là, toujours de mise en forme de nutrition et de conscience de son corps. Puis quand mon DEC... vous avez des cours de nutrition?
Oui, ben C'est quand même pas fou quand tu penses à ça. Oui, tu sais, je pense pas que c'était comme une charge, là, mais tu sais, on avait des profs qui étaient super pédagogues là-bas, puis c'était vraiment 360 l'approche de la danse, là, tu sais, de comment... C'était minime parfois, mais d'apprendre à comment se faire un taping, comment bien récupérer, comment bien se nourrir la veille d'un spectacle. Tu sais, c'était pas des cours de nutrition poussés, là, mais on était quand même outillés avec une certaine base, là. Fait que un petit peu de théorie par rapport à ça. Puis quand j'ai terminé mes 2 ans, ben c'était comme le temps que j'ai décidé que vraiment je voulais avoir une carrière, là, essayer d'être danseuse professionnelle. Fait que c'était la période des auditions dans les écoles de formation professionnelle. Puis je suis allée à Ottawa, à The School of Dance, qui est, je dirais, un peu comme un conservatoire, là, dans le sens que c'est pas concrètement associé à une université, là, fait que t'as pas de bac quand tu sors de là. C'est vraiment un genre, j'ai envie de dire un peu un Juilliard, là, pour ceux qui ont la référence américaine des films de danse. C'est une ancienne école primaire qui était convertie en lieu pour la danse, fait que dans le building, il y a 3 étages, il y a 1, 2, 3, en tout cas 5, 6 studios de danse. Il y avait un endroit où est-ce que c'était la psychologue sportif, il y avait un bureau de physio, fait que c'était vraiment une école dédiée à la danse. Fait que c'est là que j'ai fait ma formation professionnelle. Ça dure combien de temps? 3 ans. OK. 3 ans, du lundi au vendredi, de 9 à 5. OK. Juste de la danse. Heureusement, il y a les cours de récupération. Ben, on a un cours théorique par année. En première année, c'est psychologie de la danse. En deuxième année, c'est anatomie, je pense. Puis en troisième année, c'est gestion de carrière, si je me trompe pas. J'ai gradué en 2014, là, fait que donnez-moi une chance. Fait que ça fait 10 ans que j'ai gradué de ce programme-là et que je suis sur le milieu du travail. Fait que c'est ça, mon parcours de formation, mais je quelqu'un qui valorise beaucoup la formation continue, là, fait que j'ai continué à me former avec des stages l'été, des formations, des classes de maître et ainsi de suite. Puis j'ai aussi, en parallèle, développé toute une formation en médiation culturelle. Fait que c'est là qu'est devenu mon intérêt là, pour être dans une autre posture avec la danse. Mais ça veut dire que c'est un peu après ça que ton arrivée chez Théâtre Hector est à... Oui, pour Diffusion Hector Charland. Ben, en fait, je suis restée quand même 6 ans là, dans la région de la capitale nationale, là, Ottawa-Gatineau. J'ai été à l'école 3 ans, puis après, quand je suis sortie de l'école, j'ai eu un contrat pour une compagnie de danse jeune public. Fait que j'ai été très chanceuse et j'ai travaillé pour aussi, mais j'ai tout de suite commencé à danser comme interprète. Puis après 2 ans avec cette compagnie-là, j'ai aussi travaillé pour Ottawa Dance Directive, le OD, la compagnie de Ottawa. Fait que j'ai eu 3 ans de travail là, bien ancré avec le milieu de la danse là-bas. Puis par la suite, en 2018, si je me trompe pas, j'ai déménagé à Montréal. Puis, au-delà de vouloir avoir une carrière un peu plus à Montréal, établie ici, j'avais vraiment envie de reconnecter avec ma région d'où je viens, qui est la région de Lanaudière. Je viens de Berthier. Puis, ça a donné qu'en même temps, j'avais une amie qui a ouvert son école de danse. Fait que là, je me suis mis à renseigner là-bas, puis j'étais comme... J'ai vraiment eu un moment de... Mon Dieu, il y a quelque chose de tellement cool de venir partager puis redonner aux gens de ta communauté. Puis genre, je trouvais ça vraiment... valorisant, puis touchant, puis juste le fun d'enseigner, mettons, la danse à des filles que j'avais eues quand elles étaient vraiment jeunes au camp de jour, quand j'étais monitrice. Ou, tu sais, de me faire dire à l'épicerie, « Hey, t'enseignes la danse à la fille de mon ami. » Tu sais, de revenir chez nous, puis de ramener ça un peu, cette expertise-là, puis ma passion. Puis là, je me suis mis à m'intéresser. J'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe dans la région de Lanaudière en danse? Parce que ça reste que je suis partie de chez nous quand même à 12 ans. Je veux dire, je revenais les week-ends, là, puis mes amis, puis ma famille est là, mais j'étais pas tant ancrée que ça là, au niveau de la culture. Là. Pour moi, c'était Trois-Rivières, après Drummond, après Ottawa. Fait que, même chose que toi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire là, un peu pour me faire de l'argent? Là, parce qu'il faut manger, payer son loyer des fois. Puis, pas trop me dénaturer puis rester passionnée. Puis là, j'ai vu passer une job qui cherchait des serveuses au Musée d'art de Joliette pour les événements. Puis j'avais déjà de l'expérience en restauration. Là. J'aime vraiment ça, là, être barmaid puis travailler dans les bars et tout. C'est vrai que ça m'étonne pas. Ça m'habite. C'est festif, il y a de la danse, il y a de la musique. Puis là, je me suis dit, crime, c'est au Musée d'art de Joliette. Le contexte de travail va être beau, va être inspirant. Probablement, je vais avoir accès à voir les expositions. Je vais faire du service de bar, je vais jaser avec le monde, puis je vais être dans un environnement avec de la musique. Ça me parle.
Puis ça donne que lors d'un événement du musée de vernissage, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Annie-Claude Coutu-Geoffroy. Puis c'est elle, en fait, qui me dit « Hey, ça a l'air qu'il faut qu'on se rencontre. Tu danses, tu viens d'ici. » Fait qu'on s'est mis à parler. Puis c'est elle, à l'époque, qui était responsable de la danse pour Diffusion Hector Charland. Okay. Puis moi, j'y ai dit, je suis quelqu'un qui manifeste vraiment beaucoup ses rêves dans la vie. Parce que je pense que plus on le dit à voix haute, plus ça va, les gens vont penser à nous après aussi, là, pour des trucs. Des fois, les gens, ils pensent pas que ça t'intéresse. Fait que exactement. De le dire, ça sème une petite graine. Exactement. Fait que moi, j'étais comme, hey, j'aimerais vraiment ça, travailler au développement de la danse, tu sais, comme... J'avais peut-être pas dit être diffuseur ou travailler en programmation, mais je me suis dit, j'aimerais ça être la personne qui fait en sorte qu'il y a plus de danse par chez nous puis que le monde va voir de la danse. Tu sais, c'est remplir des salles de spectacle, pour moi, c'est vraiment mon cheval de bataille personnel. Là. Je suis comme, j'en reviens pas encore. Je suis comme, come on, gang. Là. Décrocher de la TV, sortez puis aller voir autre chose. Là. Ne serait-ce qu'un spectacle par année de danse. Là, comme il y a d'autres disciplines que les shows de musique qui existent. Tu sais. Puis c'est valide aussi pour le théâtre puis pour les arts visuels. Je sais qu'il y a d'autres disciplines aussi qui souffrent d'avoir peu de public. Là. Fait que c'était mon cheval de bataille. Fait qu'on s'est rencontrés. Ça a été un coup de foudre amical, de carrière, d'intention. Puis de fil en aiguille, ben ce milieu de travail-là, Diffusion Hector Charland, c'est des gens, une équipe incroyable, tu pourras le dire. Et surtout très généreux et des gens qui comprennent mon contexte de travail. Fait que, tu sais, moi, depuis le début, je suis à temps partiel, puis c'est bien correct de même, parce que si je suis pas là, ben je suis sur le terrain, je suis en train de voir des choses, je suis en train d'avoir une réflexion sur ma carrière, je suis en train d'enseigner à mes élèves, de les éduquer sur la danse en salle, sur sa place au niveau du paysage culturel. Je suis en train de répéter en studio, fait que tout finit par être cohérent. Mais en fait, c'est parfait que, justement, moi, j'adore la gang du théâtre aussi, puis je me doute que c'est ça leur genre, mais c'est bénéfique pour eux le fait que tu sois sur le terrain puis que tu apportes un œil de quelqu'un, mettons, qui travaillerait temps plein, puis au fil du temps, à force de travailler temps plein, ben le temps de découvrir ou de savoir ce qui se fait ou d'aller chercher les bonnes personnes, tu sais, ça fait que tu ratisses beaucoup plus large par cette opportunité-là de faire du temps partiel. Et vice-versa, j'ai envie de dire. Tu sais, moi, les connaissances que j'avais pas sur mon propre milieu, sur justement l'envers du décor, sur tout le schéma, tu sais, comme moi, je suis très dans la création, la production, la performance, mais tout ce qui est en parallèle par rapport justement à la relation avec les agents, comment ça marche le booking, la programmation, le développement de public, avoir un regard à la fois de médiation, d'éducation, de pédagogie sur comment amener le public, l'expérience du public ailleurs, mais aussi avoir un regard marketing, un peu c'est quoi les stratégies, comment, tu sais, c'est un autre univers, là, fait que ça m'a apporté beaucoup de compétences, puis vraiment un regard, j'ai plus un horizon sur comme... sur mon milieu, j'ai envie de dire, le milieu de la danse, mais aussi sur d'autres disciplines, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir aliénant. Là. Des fois, ma vie, c'est très danse. Puis, je trouve ça super inspirant d'aller voir, OK, mais en théâtre, ils fonctionnent comment avec ça? OK, mais en cirque, eux autres, ils approchent ça de telle manière. Ah oui, en humour, OK, je comprends. Qu'est-ce qui marche, tu sais, d'aller flirter avec les autres disciplines puis d'en connaître. Puis, ça m'a aussi amené, si je veux rapper ça, parce que je suis comme, mon Dieu, je vois le temps filer, mais... la médiation culturelle, la posture de travailleur culturel m'a tranquillement amené vers l'animation. Puis je réalise, là, au moment où je te parle, que c'est vraiment quelque chose qui m'habite et qui m'anime vraiment, l'idée d'être sur scène, de parler de danse, puis que ça soit pas à propos de moi, ni à propos de mon corps, mais d'être en pleine possession par maîtrise de cette discipline-là, puis de comment je peux la vulgariser, l'amener au public, puis la développer, ça m'interpelle beaucoup. Puis je pense que c'est là aussi le pourquoi je voulais t'en faire un balado. Là. Tu sais, mon intérêt, c'est vraiment juste de piquer la curiosité des gens. Que les gens aient au moins envie d'aller à la rencontre de la danse ou de d'autres pratiques artistiques. Mais c'est fun parce que j'entends ça, puis j'ai juste l'impression que t'as un paquet de Crayola de vraiment beaucoup plus de nuances, de couleurs avec le fait que t'aies fait ces choix-là, tu sais. Ouais. J'aime ta métaphore de crayon de Crayola. Au lieu de dire une corde à mon arc, c'est comme... Ouais, non, j'étais comme, aujourd'hui, c'est les crayons. Ben de couleurs dans les couleurs. Non, mais je trouvais que c'était plus coloré, bref. Mais aussi, il y a le côté... c'est le fun d'être excellent puis d'être comme maîtriser un sujet, mais je trouve que le next step, d'être capable de vulgariser un sujet puis de connecter avec le monde qui ne connaissent pas du tout ça, c'est vraiment un autre niveau de compréhension de son sujet, tu sais.
Ouais. Au lieu, mettons, tu avais fait le choix de faire juste la danse, performer là-dedans, puis les gens qui consomment ton niveau d'expertise, c'est les geeks. Puis ceux qui consomment vraiment ça, puis qui adorent ça. Ouais. Là, d'être capable d'aller chercher des gens qui auraient peut-être pas consommé de la danse, à découvrir puis aimer ça. Bref, je trouve ça... Ouais, puis moi, je valorise tous les types de danse. Je veux dire, même si je suis plus issue du milieu de la danse contemporaine, j'apprécie autant un spectacle super corporatif puis événementiel avec des doigts qui snappent puis des step-touch. Je veux dire, si c'est bien fait, si c'est investi, si ça a un objectif, tu sais, je veux dire, j'apprécie autant les deux. Les deux ont leur place. Les deux ont leur public, en fait. Puis je pense que c'est ça. Je pense qu'avec la danse ou l'art en général, en fait, voici. Je pense que tout peut être dit, tout peut être raconté, mais ça dépend du médium et de l'endroit. Parce que ça arrive aussi que je vois des spectacles de danse, puis je suis comme, le spectacle est tellement porteur de sens, il veut tellement raconter, dire quelque chose pour une certaine personne, mais je le verrais pas sur une grande scène en région. Ton spectacle, il est fait pour être dans un jardin, dans un musée, dans une petite salle intime. Même chose, des fois, je raconte... Il y a des gens qui me parlent d'une idée de spectacle de danse, puis dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, on dirait que tu me parles, puis j'ai l'impression que tu aurais peut-être plus envie d'écrire un livre ou d'écrire une chanson. Tu sais, dans le sens que je pense que, tu sais, tu parlais de nos obsessions, de ce qui nous habite, nos idées. Je pense que quand on est artiste, il faut aussi être capable de trouver le médium par lequel on a envie de raconter. Et au-delà du médium, son contexte de diffusion, de présentation. Puis, tu sais, on le voit parce qu'il y a des œuvres, parfois, qu'on voit dans un musée qui nous marquent. On l'aurait vu dans un café, elle nous aurait peut-être pas attiré l'œil. Ou l'inverse, t'es dans un petit café sur Montréal, puis tu checkes les toiles qui habitent les murs, puis t'es comme, je suis pas mal sûre qu'au musée d'art contemporain, ça ferait pas de sens. Ouais. Mais ici, au moment même, dans ce café-là, ça marche. Ça vient me chercher, tu sais. Puis ça m'intéresse de trouver les bons publics, le bon contexte, la bonne façon de vulgariser, d'approcher quelqu'un pour vraiment créer des rencontres puis des connexions sincères entre un humain puis un objet culturel, tu sais, une œuvre. À la bonne place au bon moment. Drette ça. Drette ça. Le temps file. Ouais. Je pense qu'on pourrait parler plus de nous, mais en même temps, je pense qu'à travers les épisodes, les gens vont apprendre à nous connaître, si t'es d'accord. Ouais. Est-ce que t'as envie qu'on fasse un blitz de nos recommandations culturelles du moment? Ouais. Parler soit de toi, tes projets à venir. Il nous reste 15 minutes. Oui, Okay, mais ça va vite. C'est oh ça. my God, j'avais genre une question tellement... OK, je la reposerai une autre fois peut-être. Parfait. OK. Fait que, ouais, tes projets, toi, Émilie Lapointe, à venir à l'automne, c'est quoi? Puis qu'est-ce que tu consommes en ce moment? OK. Moi, je recommence. Moi? J'ai l'impression d'être comme... je recommence l'animation au Ciboire de Sherbrooke à partir de l'automne. Un mercredi par mois. Ça, j'aime ça parce que ça l'occupe quand même mon année. Là, c'est la pause d'été en ce moment, mais j'aime cette régularité-là d'aller à la rencontre du même public, puis tout le temps un peu de nouvelles personnes avec des gens réguliers qui adorent ça, revenir voir et découvrir des nouveaux artistes. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que j'anime, mais à chaque mois, c'est des nouveaux artistes que je reçois. Mais moi, je teste tout le temps un nouveau numéro par mois. Ça veut dire que niveau écriture, mon cerveau... Ça te stimule, là. En ce moment, mon cerveau est en vacances niveau écriture, mais dans pas long, ça repart. Mais j'aime ce projet-là parce que je book aussi les humoristes, fait que je fais plusieurs chapeaux, mettons, dans ce projet-là. Moi, grâce à toi et à cette soirée-là, j'ai envie de plugger Francis Legendre, que j'ai découvert. Puis c'est pour ça que j'aime les soirées d'humour, qu'il y a plein d'artistes aussi. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y en a au moins un que t'aimes. Ben, au moins, parce que tout le monde, ça te touche. Puis j'ai découvert cette personne-là, puis j'ai envie de vous dire, allez le suivre sur TikTok, Instagram. Il est vraiment je l'adore. Bon. Oh my God, il est drôle. C'est lui qui fait les chroniques, fait qu'il m'accompagne à chaque mois. Puis ça, j'aime ça, parce qu'on fait la route ensemble. Puis c'est un peu comme toi, c'est un peu venu l'idée de... Il y avait un changement de... Fallait que je trouve une chronique. Puis avec Francis, à chaque fois qu'on se croisait sur un spectacle... Quand tu dis une chronique, c'est quoi? Honnêtement, je suis pas sûre de comprendre. Une chronique, dans le fond, c'est que moi, je vais animer. Puis lui, il va aussi être là à chaque mois avec moi, faire un numéro moins long que tout le monde, mais nouveau. Il vient tester du stock. OK. Mais il est comme régulier, tu sais, c'est pas... Fait que ça serait-tu la différence entre du rodage? Le rodage, c'est que tu fais tout le temps le même numéro pour le roder, puis de la chronique, c'est comme quelque chose qui vit juste ce soir-là au moment inspiré de ce qui se passe? Non, mais il rode, dans le fond. Okay. Il vient tester des nouvelles blagues. C'est juste que
J'appelle ça la chronique parce que c'est pas l'animateur. OK. Puis c'est pas un invité parce qu'il OK. il est là régulièrement. Je comprends. Je sais pas pourquoi on a pris le terme chronique, là, mais c'est un peu pour Y donner sa place. y son donner rôle. sa place, OK. là, dans le fond, parce que le fait lui, il rôde, mais aussi le fait de pouvoir avoir la chance de performer une mensuelle ou un truc régulier avec un public fidèle. Bien, au début, tu fais tes numéros, les gens apprennent à te connaître, mais après, ça veut dire que après un certain temps à aller à la rencontre de ce public-là, ça veut dire que tes nouvelles idées, il y a quelque chose de le fun parce que les gens te connaissent, tu sais. T'as pas besoin de passer un 3 minutes de ton texte à ce que les gens comprennent t'es qui. Ouais, Ils ouais. savent t'es qui. Fait que tu vas tout de suite dans un nouveau sujet ou dans ce qui t'est arrivé le mois d'avant. Fait que il y a quelque chose de vraiment le fun dans... C'est comme un show d'une heure échelonné. Là, t'as l'impression d'aller direct puis plus loin tout le temps un peu avec ces gens-là. Ah, c'est cool. Fait que Francis, il fait la chronique. Puis j'aime ça parce que c'est ça, quand on se croisait dans les soirées, à chaque fois qu'on sortait de scène, on avait une idée pour l'autre, puis on brainstormait, puis si on faisait de la route, on était en auto, puis on était comme, hey, à chaque fois qu'on parle d'idées de blagues ensemble, on donne une idée à l'autre, ou on pousse plus loin, où on a vraiment notre cerveau de création fonctionne ensemble. Puis à un moment donné, j'étais comme, mais dans le fond, je vais y offrir la chronique, comme ça, je vais m'assurer d'avoir... Je vais provoquer le moment où on a 4 heures de route à faire, puis que ce n'est que ça, se donner des idées, là. Fait que je trouve ça le fun de parler de médium artistique avec lui. Bref. Nice. Fait qu'il y a ça qui va occuper mon temps, sinon les shows d'humour par-ci par-là. La photo, évidemment, toujours disponible pour les projets de tous, que ce soit en studio, pas en studio, du documentaire, des photos de spectacle, des photos d'affiches. Peu importe votre projet, je suis disponible en tant que photographe. Mm-hmm. Ils vont le balado. Ouais. Puis sinon, quelque part dans le bois chez mes parents, je vais sûrement gosser le bois puis construire des cadres. Nice. Parce que je fais mes propres cadres pour encadrer mes photos de paysage. Fait que ça, c'est comme mon temps perdu. C'est bien. Puis qu'est-ce que tu consommes en ce moment? En ce moment, y a-tu des shows les que t'as hâte de recommandations. voir? Ouais. Ah, les shows que j'ai hâte de voir. Mais là, il y a Chicago parce que on a reçu, v'là pas longtemps, Ouais. José. Puis clairement, je vais aller voir Chicago. Mais c'est plus... J'ai des recommandations de livres. Vas-y. C'est que dernièrement, avec mon nouvel élan de je lis plein de trucs, il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de mes collègues humoristes qui ont écrit des livres. Mm-hmm. Puis j'aime beaucoup consommer leurs livres parce que je trouve que les humoristes, vu que notre job, c'est tout le temps de raconter une histoire, puis d'aller rapidement chercher le monde à ce qu'ils nous comprennent, puis créer une image, puis connecter, puis avoir le rire. Puis de puncher, d'avoir De une puncher. écriture dynamique aussi. Exact. Je trouve que les livres de mes collègues sont très rythmés puis faciles à lire. Puis pas facile dans le sens que parce que c'était facile à faire. Non, Ouais. parce que c'est des bons raconteurs sur scène, mais dans leurs livres aussi, ça transparaît. Fait que Ouais. j'adore ça, voir une autre façon de leur histoire sans être obligé de puncher à toutes les minutes puis d'aller dans les variantes d'émotions parce que là, on est dans un livre et on n'est pas sur une scène. Fait que je trouve que c'est le fun d'aller voir leurs facettes d'émotions ou de personnages ou d'idées sous la forme d'écriture, mettons, Ouais. qui fait que aussi elle est rythmée parce qu'ils sont habitués d'être rythmés. Fait que il y aurait beaucoup de livres d'humoristes que je voudrais vous proposer, là, comme ceux de Mélanie Couture, Ben Lefebvre, Guillaume Pinault, que j'ai adoré. Ouais, lui, j'ai beaucoup entendu. Elle ne reviendra pas, Camille. Ouais. J'en ai beaucoup entendu Ouais. parler. Mais il y a aussi mon ami Ben Lefebvre, que son livre, c'est tellement drôle parce que, en fait, je vous en parle parce qu'au mois d'octobre, son 2e roman va sortir. Fait qu'allez lire le premier pour avoir envie de lire le 2e. Mais ça me faisait rire parce que quand j'ai commencé à lire son livre, il m'a demandé des reviews, puis j'ai dit, c'est le fun, mais en même temps, on fait tellement de routes, puis on jase tellement ensemble de plein d'affaires que j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces conversations-là. Fait que lui, il pensait que j'avais arrêté le livre en mode, on s'est déjà tout dit ça. Puis là, à un moment donné, j'y parle d'un des personnages, et comme, tu connais ce personnage-là? Je fais, ben oui, j'ai lu ton livre. Tu sais, je pensais que tu l'avais arrêté. Je fais, ben non, je l'ai fini. Mais ma remarque, c'était, on a souvent parlé de ces thèmes-là. Pour toi, exact. Parce que comme ça revient à ce qu'on disait au début, là, les espèces de thèmes très communs qui sont dans ta création sont aussi dans tes conversations quotidiennes, mettons, là. Fait que ça serait mes recommandations. Mais j'ai oublié d'en dire un livre, de celui de Gabriel Caron, Le fantôme de Villeray. Ah oui. C'est un de mes livres préférés. Mm-hmm. Je le trouve tellement bon. Nice. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Moi, je pense que le seul livre d'humoriste
que j'ai lu, c'est Lamentable de Sam Cyr. OK. Je l'ai pas lu encore, lui. J'ai vraiment aimé. Ben, j'adore le personnage qu'il est, fait que oui, j'ai adoré son livre. Ça serait surtout ça, je pense, vu que je fais beaucoup de la scène, puis je côtoie beaucoup d'artistes de scène, je vous dirais d'aller découvrir les autres choses qu'ils font. Si vous les avez découverts en humour, allez consommer. S'il y en a qui écrivent des albums, qui font de la musique, comme consommer tout ce qu'ils font pour rassembler les morceaux de leur idée. Ouais. Nice. Ce serait ça. Toi, c'est quoi? Ben, si je me plug pour commencer, ben ouais. À l'automne, je fais partie du spectacle Sans toi de Janie et Martiaux, qui sont les gagnants de la saison 2 de Révolution. Ils ont eu leur spectacle Saint-Denis. C'était par rapport à ça, ma question. Révolution. Okay. En tout cas. Révolution, oui. Ben ouais, j'ai fait Révolution, saison 4. Okay. La chose la plus stressante que j'ai faite de ma vie. Mais bref. Eux, ils ont fait leur spectacle Saint-Denis quand ils ont sorti de Révolution. Puis là, ils se positionnent avec une toute nouvelle. La première est en 2024 quand même. Ça fait une couple de shows qu'on fait. Puis là, ils ne sont pas sur scène. Ils sont les chorégraphes de ce spectacle. Okay. On est 8 danseurs. Puis le spectacle reprend la route et reprend la tournée. On a quand même 17 dates à l'automne, si je me trompe pas, entre septembre et décembre. On va même dans tout ce qui est Alma, Saguenay, plus loin, mais on fait l'Assomption, Brossard, Laval. Ouais, fait que... Puis j'ai vraiment envie de dire que ce spectacle-là, c'est un spectacle pour tout le monde, même si vous n'avez jamais vu de spectacle de danse professionnel. Autant qu'il y a une recherche chorégraphique, au niveau de la thématique, ça reste une esthétique très accessible, j'ai envie de dire. La signature de Janie Martiaux est quand même très poétique, mélancolique. Il y a eu aussi des chorégraphes invités qui ont fait en sorte que le show est pas simplement contemporain, a des petites saveurs autres, j'ai envie de dire. Je vais pas tout révéler. Une fin très festive. Fait que moi, à date, les commentaires que j'ai, c'est que les gens... ils sortent de la salle puis ils ont envie de danser ou ils ont envie de revoir le show. Fait qu'il y a quelque chose de très familier, de très rassembleur. Fait que j'ai envie de vous inviter à venir voir ça. Je t'inviterai d'ailleurs. Ben, c'est sûr que je vais aller là. Au Théâtre Hector Charland, le 4 novembre. L'affiche est incroyable. Oui, l'affiche, le visuel est magnifique. Ouais. Mais définitivement, j'ai envie d'aller voir ce show-là. Oui. Puis sinon, au moment où le balado va sortir, on va être en plein dans le festival Quartier Danse. Fait que j'ai envie de le plugger parce que c'est un cool festival qu'il y a à Montréal. Moi, je l'aime bien parce que c'est à l'automne, puis c'est dehors, dans les rues, dans les quartiers de Montréal. Il y a beaucoup de trucs qui sont gratuits, honnêtement, pendant ce festival-là. Marcher sur Seine-4, là, devant la Place des Arts, puis c'est sûr que vous allez attraper des performances de danse. Puis c'est un festival, même chose, là, autant qu'il y a de la gigue, que du flamenco, que de la danse contemporaine, que du street dance. Il y a de tout. Fait que ce spectacle-là. J'ai envie de lire le livre Même pas morte, parce qu'il y a tellement de monde qui m'en parle. Il était dans mes recommandations, mais je suis partie dans l'idée de mes collègues humoristes. Mais ce livre-là, je l'ai lu en 2 jours. Il est tellement bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est trop lourd pour moi pour l'été. Ça se peut-tu? Fait que je me le garde pour l'automne. Ben moi, tu vois, je l'ai acheté parce que je connais la fille qui a écrit le livre et à qui c'est arrivé. Là. C'est l'amie de mes cousins. Fait qu'il y avait le next level de proximité. Ouais. De proximité, puis de... Tu sais, quand les gens qui la connaissent pas puis qui prennent pas le temps peut-être de googler puis d'aller voir son visage, t'as un peu... Moi, j'ai le visuel de la personne, là, mais je l'avais ouvert dans le temps des fêtes en me disant « Hey, j'ai le livre super joyeux, le fantôme de Villeray. Ben, super joyeux, qui est vraiment pas le même ton, là. Puis je me suis dit « Hey, je peux pas lire ça pendant les fêtes, là, ça va ben trop m'affecter. » Mais j'ai juste ouvert pour lire un peu, voir le style d'écriture du début. Puis j'ai pas arrêté, puis je l'ai lu en 2 jours. Parce que l'histoire est vraiment... T'as envie de flipper des tables, là, tu sais. Des fois, mon chum était à côté en train d'écouter ses mangas, je lisais, puis j'étais comme... Tabarnak! Tu sais, ça me faisait chier, mais en même temps, le personnage qui vit ce drame-là, vraiment là, violent, est tellement forte que même si ce que t'es en train de lire, c'est quelque chose qui vient te chercher, t'as pas le choix d'être aussi forte que le personnage principal qui est en train de te raconter le truc. Tu l'accompagnes, puis t'es avec sa confiance en elle. Fait que ça affecte d'une façon différente parce que l'histoire est intense, mais le personnage te montre pas de faiblesse vraiment. En tout cas, c'est mon interprétation, là, mais c'est sur ma liste. Je la trouve forte, puis je le trouve nice, ce personnage-là. Fait que ça se lit bien. Et j'aurais pas traîné ça pendant des mois, mettons. Ouais, c'est ça. Faut que tu trouves un moment...
Puis sinon, je suis vraiment... Ben, je sais pas si je suis excitée. Dès septembre, j'ai cru voir sur tout.tv que la saison 3 de Avant le crash allait sortir. OK. Moi, je trouve que ça a été une de, si je name drop rapide, là, mes séries québécoises préférées. Oui, Empathie, zéro original, mais In Memoriam aussi, si vous avez pas vu ça sur Crave, je sais pas ce que vous attendez. Et Avant le crash, on voit ici mon obsession pour Éric Bruno, oui, je l'avoue, grand ouvert. Avant le crash, la saison 1, folle. Saison 2, aussi, mais tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose des saisons 1 des fois qui sont dures à battre. Je dois dire que je suis une fan d'Émile Proucloutier, surtout au niveau de sa musique, mais dans cette série-là, comédien incroyable, là, on l'haït. Et là, j'ai vu qu'il allait avoir l'ultime saison 3. OK. Je suis quand même excitée. Là, les attentes... T'as hâte, mais pas hâte parce que tes attentes sont... J'ai peur d'être déçue, en fait. C'est ça qui arrive. Parce que souvent, plus des séries... Tu sais, des fois, il y a des séries que, c'est ça, ça leur a été parfait. Là. Des fois, ce qui avait été dit a été dit. Mais je suis quand même excitée parce que je trouve que la distribution de comédiens puis les performances dans cette série-là, là, c'est quand même... On parle de Karine Vanasse, c'est ça, Éric Bruno, Émile Proucloutier et j'en passe. Non, puis c'est une bonne série. Là. Moi, en fait, c'est la première série, je pense que moi puis mon chum, on pouvait comme... partager, là, tu sais, j'étais comme, je pense que ça parle d'affaires, puis de cash, là, puis de business. Mais ton chum, il écoute quoi, sinon? Bon, vraiment pas ça, là, mais je veux dire, dans le sens que c'est top. Vous écoutez pas les mêmes choses. Ouais, c'est ça, moi, je suis quand même, j'écoute pas mal toutes les petites séries sur tout.tv, là, mais... C'est ça. On n'a pas, disons, simplement qu'on n'a pas le même intérêt par rapport à nos lectures puis à nos séries. Puis je sentais que celle-là, oui, on pouvait se rassembler au niveau d'un thème là, commun. Là. Ça, c'est fun. Fait que c'est ça. Puis sinon, peut-être, j'ai envie de plugger Jeanne Côté, s'il y en a qui la connaissent pas. Son premier album que j'ai un coup de cœur, Suite pour personne. J'écoute au moins une de ses chansons une fois par jour. Je l'aime. Fait que peut-être ça serait sur ma liste d'aller là. Je l'ai déjà vu 2 fois en show, mais peut-être une 3e fois, là, je serais pas du tout déçue. Fait que c'est ça. Nice. Sûrement, j'oublie plein d'affaires, mais ça va être ça. Ouais, on va toutes les mettre dans nos stories. Ouais. Puis je vais garder mes questions pour le fil de la saison. Oui, c'est ça. Parce que maintenant qu'on te connaît, on va pouvoir aller plus loin dans les questions. Ben oui. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à toi. Puis merci tout le monde de nous écouter puis de partager en grand nombre la bonne nouvelle. Puis on vous souhaite un bon début de saison. Oui. Ou une bonne suite de saison. Si vous écoutez ça, genre, si on commençait avec leur ami. OK, bye. Bye.